José Moselli, un vol sensationnel. Situé dans l'Alabama Avenue, au centre du quartier élégant de San Francisco, la Great Central Jewelry y occupe un immense building haut de 22 étages. C'est sans contredire une des plus belles bâtisses de la Reine de l'Ouest. Marbre, bronze, albâtre, rien n'a été épargné dans sa construction. De gigantesques statues hors de sa façade imposante, et à chaque étage un bas-relief représentant l'abondance, la richesse ou la puissance est sculpté dans le mur. La Great Central Jewelry est ainsi qu'on l'a deviné la plus grande, la plus vaste, la plus riche maison de bijouterie de San Francisco. Les Yankees affirment même du monde. Quoi qu'il en soit, son chiffre d'affaires est colossal, non point que ses bénéfices. Les perles s'y débitent par milliers, et les diamants par kilos. Les plus réputés artistes des deux mondes, orfèvres, ciseleurs, joailliers, travaillent pour elle. Sur les immenses glaces des magasins qui occupent tout le rez-de-chaussée de l'immeuble, des inscriptions en lettres d'or annoncent aux passants que la Great Central Jewelry a l'honneur et le profit de compter parmi sa clientèle leur majesté, le tsar de toutes les Russies, le roi d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne, le sultan de Turquie et le raja de Bélanor. Plus de 1500 employés, lapidaires, experts, ciseleurs, vendeurs, sont occupés dans la puissante bijouterie, sous la direction de M. Stanley Butterford, président de la société à qui appartient cette colossale entreprise. M. Stanley Butterford, 46 ans, homme roux et corpulent, possesseur d'un visage couleur de brique troué de petites vérolles, les yeux bleus sans cils ni sourcils, les joues flanquées de sourcils courts favoris grisonnants, était un homme âpre, exact et autoritaire. Parti de rien et millionnaire pour l'instant, il se flattait de tout savoir et n'admettait point la contradiction. Il arrivait chaque matin à 9 heures, s'enfermait dans son cabinet de travail, et jusqu'à midi dépouillait son courrier, opération qu'il faisait seul par principe. Aussi, ce mercredi-là, les employés furent-ils étonnés, stupéfiés même, lorsqu'ils virent vers 10h30 M. Stanley Butterford sortir de son cabinet, la bouche tremblante, les yeux désorbités, le visage violet. « Cox, qu'on m'appelle Monsieur Cox !» rugit-il. Certes, il fallait que quelque chose de grave se passât pour que le président sortît ainsi de son cabinet de travail avant que midi ne sonnât, et surtout pour qu'il se dérangeât, puisqu'il lui suffisait d'appuyer sur le bouton d'une sonnerie électrique pour qu'un employé apparût. Dans les vastes magasins, un silence absolu régna. « Mais où est M. Cox ?» répéta Stanley Butterford. M. Cox était le chef du service des coffres-forts. Comme personne ne le lui répondait, Stanley Butterford reprit « Mr. Blackwell, m'entendez-vous? Allez me chercher M. Cox, il doit être à l'atelier de taille. Dites-lui de venir chez moi immédiatement, entendez-vous ?» M. Blackwell, le chef de vente, s'élança vers l'atelier de taille, cependant que Stanley Butterford, après avoir jeté autour de lui un regard sévère et soupçonneux, regagnait son cabinet. Un quart d'heure se passa. Enfin, M. Blackwell, un peu pâle, alla frapper à la porte du bureau du président. « Entrez !» grogna la voix rude de Stanley Butterford. M. Blackwell obéit.
et avant qu'il ait entièrement franchi le seuil, le président s'écria « Eh bien, monsieur Cox, mais il n'est pas venu ce matin, monsieur le président. »« Pas venu ce matin, en êtes-vous sûr ? » ?»« Je viens de l'atelier de taille, il n'y était pas. Je me suis rendu au sous-sol, monsieur Cox n'a pas paru. Même que monsieur Mourinho, le lapidaire, l'attend pour se faire livrer les 2 diamants qu'il doit tailler pour le compte du roi d'Angleterre. Et vous êtes certain que monsieur Cox n'est pas dans un autre endroit ? Oui, monsieur le président. Le portier ne l'a pas vu passer, il le guettait, car il voulait lui remettre une lettre à son adresse. Mais j'ai défendu qu'aucun employé se fasse adresser sa correspondance ici. M. Blackwell inclina la tête. Enfin, conclut-il, j'ai téléphoné dans tous les services et nul n'a vu ce matin M. Cox. Stanley Butterford, qui était assis dans un riche fauteuil d'acajou aux ornements de bronze, se dressa en proie à la plus vive agitation. « Mais étrange, dit-il. Ah, monsieur Blackwell, vous allez de suite prendre une voiture et vous faire conduire au domicile de monsieur Cox. Peut-être est-il malade. Vous vous enquérerez et viendrez immédiatement me dire ce qu'il en est. Allez, ne perdez pas un instant. » Empressé, M. Blackwell se retira. Stanley Butterford, resté seul, tira de sa poche un trousseau de petites clés niquelées et s'en servit pour ouvrir, après avoir fait jouer une sorte de série de combinaisons successivement compliquées, un coffre-fort triplement encuirassé et scellé à la muraille. De ce coffre, il retira un second trousseau de clés, referma le lourd bâton d'acier et sortit de son cabinet. En quelques pas, il arriva devant un large escalier de marbre qu'occupant le centre du hall, situé au milieu de la monumentale bâtisse. Rapidement, il en descendit et franchit une grille qui était ouverte et gardée par un surveillant armé d'un revolver. Il atteignit ainsi une longue galerie éclairée par des ampoules électriques et que bornait de chaque côté une file ininterrompue de coffres-forts. 4 surveillants, vêtus d'une livrée de drap vert à boutons dorés, se tenaient au milieu et près d'eux, Mourinho, le lapidaire, vieillard aux longs cheveux blancs, attendait. « Mais monsieur Cox n'est pas venu encore » fit Stanley Butterford d'une voix sèche. « Non, monsieur le président » répondit un des gardiens. Stanley Butterford fronça les sourcils. Il tira de sa poche le trousseau de clés qu'il venait de prendre dans son coffre-fort et s'en servit pour ouvrir un des coffres. Le battant ouvert mit à découvert une petite armoire de fer que Butterford ouvrit également. Elle était vide. Le président de la Great Central Jewelry recula brusquement. Il porta la main à son visage devenu cramoisi et trébucha. 2 surveillants se précipitèrent et parvinrent à le retenir à temps. Il n'était pas évanoui. Il respira 3 fois longuement, serra les poings et les mâchoires, et par un violent effort de volonté se redressa. « Laissez-moi, messieurs, dit-il. Monsieur Mourinho, téléphonez de suite au chef de la sûreté, qu'il vienne immédiatement, je vais lui parler. » Le vieux lapidaire courut vers l'escalier et disparut. Stanley Butterford, d'une main tremblante, referma soigneusement le coffre-fort et remonta dans son cabinet. 10 minutes plus tard, M. Blackwell le rejoignait. « Eh bien, fit le président de la Great Central Jewelry. « Bien, j'ai vu la femme de M. Cox, monsieur le président. M. Cox est rentré chez lui hier soir, il est ressorti comme d'habitude vers 9 heures et n'a pas reparu. »« Il n'a pas reparu ?
haleta Butterford atterré. Non, monsieur le président. Madame Cox croyait même qu'il avait passé la nuit ici et qu'il y était encore. Ah, eh bien, j'aurais dû m'en douter. Retournez à votre travail, monsieur. Monsieur Blackwell, intrigué, obéit. Il disparut. Presque aussitôt, un garçon de bureau vint annoncer que M. James Molles Scott, chef de la sûreté de San Francisco, était là. Faites entrer, ordonna le président. M. James Molles Scott franchit le seuil. Il était assez lié avec Stanley Butterford. Aussi, après lui avoir rapidement serré la main, il se laissa tomber dans un fauteuil proche du bureau devant lequel était assis le président de la Great Central Jewelry et prononça « Mais que se passe-t-il, mon cher? On vous a volé, au moins ?»« Oui. »« C'est naturel, on ne vole pas les pauvres. »« Et messieurs les voleurs savent à qui ils s'adressent. L'affaire est grosse, je suppose. » »« Oui, » souffla Butterford. « Combien ? » ?»« Près d'1 million de dollars, au moins. »« Diable ! Enfin, comptez-moi cela, » fit Molles Scott en se frottant les mains, tandis que son œil pétillait. « Oh, c'est bien simple, trop simple. Voulant profiter de la hausse actuelle des perles, j'ordonnais hier soir à M. Cox, mon chef du service des coffres, de m'apporter ce matin à 9 heures, dès mon arrivée, le contenu du coffre numéro 3, soit un lot de diamants et de perles brutes estimés à 1100 000 dollars, et parmi lesquels je désirais faire un choix afin de faire tailler et de monter les plus brillantes pièces pour les mettre en vente. Et Cox, c'est l'exactitude même. Et comme à 10h30 il n'était pas encore venu à mon bureau, je m'inquiétais et l'appelais. Je sus donc alors qu'il n'était pas venu. J'envoyai un employé chez lui et en attendant, allai ouvrir le coffre numéro 3, dont moi et Cox possédons seuls la clé. Il était vide. Naturellement, fit Molles Scott. L'employé que j'avais envoyé prendre des nouvelles de Cox m'informa qu'il était sorti de chez lui hier soir à 9 heures, comme à son habitude, et que depuis il n'avait plus reparu. Voilà tout ce que je sais. M. Molles Scott hocha la tête. Certes, l'affaire est simple. Nous connaissons le voleur, mais encore faut-il le retrouver. Quel homme est ce Cox? Quel homme est-ce? Hier, je vous aurais dit que c'était le plus honnête homme de la terre. Il a mon âge, 45 ans, ou à peu près. Il appartient à notre administration depuis 18 ans. Et jusqu'ici, jamais personne n'a rien eu à lui reprocher. C'est d'ailleurs pourquoi le conseil d'administration lui avait confié ce poste de confiance. C'est à n'y rien comprendre. Combien gagnait cet homme? Oh, 5 000 dollars, plus les gratifications, soit plus de 6 000 dollars en tout annuellement. Plus que moi. Et il n'était pas joueur. Joueur, Cox? Non. C'était un homme sobre, rangé, exact. Bref, le modèle de l'honnête homme et du père de famille paisible. Du moins en apparence, corrigea Molles Scott. M. Stanley Butterford approuva ces paroles d'un mélancolique hochement de tête. Voulez-vous me donner le signalement de ce Cox? Continua Molles Scott. Oh, je vais même vous remettre sa photographie, s'écria le président de la Great Central Jewelry en se levant. Par mesure de précaution, nous faisons chaque année photographier nos employés. Ce disant, M. Butterford ouvrit un cartonnier et après une recherche brève en sortit une photographie qu'il tendit à Molles Scott.
Elle représentait un homme à cheveux blancs, dont la face glabre, les yeux pâles, le gros nez et les lèvres lippues annonçaient plutôt l'honnêteté et la bonhomie. Après l'avoir considéré un instant, le chef de la sûreté de San Francisco la plaça dans son portefeuille. Il se fit donner quelques détails supplémentaires sur M. Cox et se leva en disant « Oh, l'affaire, somme toute, n'est pas bien compliquée, sauf en un point. Pourquoi James Cox, employé modèle, gagnant de beaux appointements, presque riche, est-il devenu subitement voleur? Là est le nœud de la question. Pour moi, il a dû être instigué par des complices. Mais il n'avait pas besoin de complices pour commettre son vol, fit Stanley Butterford. Oui, mais ses complices, s'il en a, avaient besoin de lui. On lui a peut-être volé ses clés. Mais cela ne prouverait rien, attendu que lui seul connaissait la combinaison permettant d'ouvrir le coffre numéro 3. Mais vous avez raison, j'oubliais ce détail. Mais vous êtes sûr que les gardiens de la salle des coffres n'ont pas pu surprendre le secret de la combinaison du coffre? Bon, je ne le crois pas. Cox était prudent et ne laissait pas approcher personne lorsqu'il ouvrait un coffre. Maintenant, vous savez... Ah oui, je sais qu'il ne faut jurer de rien. Et ce vol m'en fournit une preuve nouvelle, acheva Mollet Scott. Vous allez m'accompagner dans la salle des coffres comme si j'étais un client. Je veux me rendre compte moi-même de la disposition des lieux. Mais auparavant, laissez-moi téléphoner à la sûreté afin que notre voleur soit immédiatement poursuivi. De la main, Stanley Butterford indiqua au policier l'appareil téléphonique posé sur son bureau. Mollet Scott décrocha le récepteur, demanda la communication avec la sûreté et, en quelques mots adressés au sous-chef, l'honorable Peter Kurzbay, le mit au courant du vol dont venait d'être victime le Great Central Jewelry et lui transmit le signalement du voleur présumé avec ordre de le rechercher immédiatement. Bon, maintenant, fit Mollet Scott, après avoir raccroché le récepteur, allons voir la salle des coffres. Les deux hommes sortirent du cabinet du président et se dirigèrent vers le hall central. Pour y arriver, il leur fallait traverser les salles d'exposition des joyaux réservées à la clientèle. Tout à coup, alors que Butterford et Mollet Scott arrivaient dans le hall, le président de la Great Central Jewelry s'écria « Oh, une minute, mon cher, j'aperçois un de mes meilleurs clients. C'est un homme très pressé et pointilleux. 2 mots à lui dire et je suis à vous. » « Oh, 4 même, répondit le chef de la sûreté de San Francisco, souriant. Et du regard, il suivit Butterford qui courait vers un élégant gentleman. À la vue de ce dernier, Mollet Scott pâlit et tourna aussitôt la tête pour que le client de Stanley Butterford ne pût voir son visage. Sans affectation, il tira de sa poche un petit miroir avec lequel il put, sans être vu, examiner l'élégant gentleman. Il murmura après quelques instants d'observation « Mais aucun doute, c'est bien lui. Il a changé de figure, mais je reconnais ses gestes, ses yeux. Oh, pourvu que Butterford ne lui ait pas parlé de moi. » M. James Mollet Scott lança un coup d'œil rapide vers les deux hommes. Debout l'un devant l'autre, ils paraissaient converser avec animation. Le chef de la sûreté de San Francisco plongea la main dans sa poche où se trouvait un revolver. Il serra l'arme dans ses doigts et en démonta le cran d'arrêt. Puis, sans affectation, il s'approcha du client de Stanley Butterford. Et arrivé auprès de lui, il lui mit brusquement une main au collet, tandis que de l'autre, il lui appuyait en même temps la gueule de son revolver sur la tempe. « Murder, John Straubins !»
ou je vous fais feu. Le client montra aussitôt une physionomie à la fois ahurie et indignée. Il leva les bras et s'écria « Que signifie cette plaisanterie, monsieur ?» James Molescott haussa les épaules. « Qu'on ferme toutes les portes, cria-t-il, et qu'on aille chercher 4 policemen de ma part, James Molescott, chef de la sûreté. Cet homme est John Straubins. » John Straubins. Ce nom magique galvanisa les employés. En foule, ils se précipitèrent vers les portes, tandis que les plus déterminés, ou les plus curieux de voir de plus près le célèbre détective cambrioleur, accouraient, revolver au poing, et entouraient le groupe formé par Molescott, le client et Stanley Butterford. « Mais vous vous trompez, monsieur Molescott !» s'écria ce dernier au comble de la stupéfaction. « Ce gentleman, monsieur William Parsons, un de nos plus gros fournisseurs de pierres fines et de perles. Je le connais depuis 10 ans et me porte garant de sa parfaite honorabilité. » James Molescott haussa les épaules. « Fournisseur de pierres fines. Demandez-lui donc où il les vole. Oh, le bandit, je le tiens enfin. Cet homme est John Straubins, et pas un autre. Je le reconnais formellement. C'est lui, je mettrai ma tête dans un collier de chanvre, qui est le complice de Cox. Il vous vendait des pierreries volées et en profitait pour vous espionner et préparer son coup. C'est trop drôle. Il venait sans doute vous proposer des pierreries. Mais oui, murmura Stanley Butterford. Mais je jurais que ce sont celles que Cox vous a volées à son instigation. Car n'en doutez pas, cet homme est John Straubins. Moi seul pouvais le reconnaître. Je le reconnais. C'est trop d'audace. Entendu, John Straubins, c'est ton audace qui t'a perdu. Et cette fois, oh, ça, tu ne m'échapperas pas. Si c'est une comédie, fit enfin William Parsons, qui jusqu'alors n'avait pas dit un mot, je désirerais qu'elle cesse. Je suis William Parsons, courtier en pierres fines, j'habite au Minnehaha Hotel, mais assurez-vous-en, et je compte vous faire payer cher ce scandale et votre étourderie, monsieur. Je te ferai une rente, c'est entendu, John Straubins. Une rente qui te permettra de vivre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. » William Parsons sourit. Il allait parler lorsque 4 policemen, appelés par les employés, écartèrent le groupe entourant les 3 hommes et s'immobilisèrent devant Molescott. « Saisissez-vous de cet homme, déshabillez-le et ligotez-le, ordonna le chef de la sûreté de San Francisco. Les 4 policemen se ruèrent sur William Parsons. « Bon, inutile, Molescott, déclara ce dernier. J'avoue, oui, je suis John Straubins. Vous êtes plus fin que je ne le croyais. » Molescott eut un rire de triomphe. « Oh, déshabillez-le quand même, ordonna-t-il. Il a sans doute sur lui des documents intéressants qui trouveraient le moyen de faire disparaître. Allez. » « Mais je n'ai rien à faire disparaître, Molescott, » affirma John Straubins en haussant les épaules. « Vous pensez m'humilier avec votre déshabillage? Allez-y. Moi, je vous promets de vous faire courir tout nu dans les rues de San Francisco, et vous savez que je ne parle jamais en vain. » Le chef de la sûreté ne jugea pas utile de répondre à ce qu'il qualifiait de vaine fanfaronnade. Il croisa les bras et se plut à voir John Straubins dépouillé de ses habits, qu'il voulait lui-même fouiller. Il en fendit les doublures, en écorcha les boutons, bref, il les vit en lambeaux. Dans les poches, il trouva un mouchoir de soie, un portefeuille contenant 700 $ et une boîte d'ébène dans laquelle étaient rangés quelques échantillons de pierres flues.
C'était tout. Oh, c'était peu. Déçu, James Morley Scott examina les souliers et le chapeau du détective cambrioleur. Il arracha la coiffe du couvre-chef de foutre et défit les semelles des bottines. En vain. John Robin, vêtu de sa seule chemise, souriait très à l'aise. James Morley Scott envoya chercher un costume complet et une paire de savates au magasin le plus voisin, paya avec des banknotes saisies sur le prisonnier et ordonna à ce dernier de s'habiller. John Robin obéit. Il fit cependant remarquer que le costume acheté par Morley Scott était un peu étroit et court et promit au chef de la sûreté de lui revaloir ce désagrément. Cependant, M. Stanley Butterford ne parvenait pas à surmonter sa stupeur. L'aveu de John Robin semblait l'avoir littéralement médusé. Les yeux ronds, la bouche entr'ouverte, il restait immobile à regarder alternativement le chef de la sûreté et le détective cambrioleur. « Eh bien, Butterford, s'écria Morley Scott, que vous disais-je? Soyez sûr que John Robin n'est autre que le mystérieux complice de Cox. L'affaire est claire. Dès demain, le juge l'interrogera, et s'il veut être trop discret, nous le ferons mettre au third degree, au troisième degré. Cela lui déliera la langue. Entendu, John Robins? Apparemment, je ne suis pas sourd, affirma souriant le détective cambrioleur. D'après ce que j'entends, même, je comprends que je suis accusé d'être le complice de M. Cox, sans doute le chef du service des coffres de la Great Central Jewelry. Pourrais-je savoir de quel crime s'est rendu coupable ce brave et digne M. Cox? Tu railles, John Robins, patience, tu riras pas toujours, gronda Morley Scott. Mais je suis aussi sérieux qu'un attorney, déclara John Robins. Et se tournant vers Butterford, il s'écria: Mon cher monsieur, en souvenir de nos bonnes relations, voulez-vous me dire de quoi est accusé M. Cox? D'avoir volé le lot de diamants du coffre numéro 3. Vous le savez bien, s'exclama le président de la Street Central Jewelry. John Robins éclata de rire. Cox voleur, mais celle-là, elle est trop forte. Mon pauvre monsieur Butterford, on se moque de vous. Cox voleur. Monsieur Butterford n'eut pas à répondre. La voiture que James Morley Scott venait de faire appeler était arrivée. John Robins, poignets et chevilles ligotés, y fut porté. Le chef de la sûreté et 3 policemen prirent place à ses côtés. « À la sûreté !» ordonna James Morley Scott au cocher. Mis en cellule, John Robins n'y resta pas longtemps, car 2 heures après son arrivée à la sûreté, le juge Cummins, chargé d'instruire l'affaire, le fit amener dans son cabinet. M. Jeremiah Cummins, vieillard maigre, chauve et glabre, aux yeux cerclés de lunettes d'or, était un homme juste, grave et austère. « John Robins, dit-il au détective cambrioleur, sachez que je vous tiens pour un homme habile et ingénieux. Je ressens même pour vous quelques sympathies. » « Mais trop aimable, monsieur. Croyez bien que c'est réciproque. Taisez-vous, et ne raillez pas. Votre affaire est plus grave que vous ne pensez. Mais, je vous le répète, j'ai résolu d'user envers vous de la plus large bienveillance. Je vous promets de faire en sorte que vous soyez condamné au minimum de la peine, si de votre côté... « Et quelle peine, monsieur le juge ?» interrompit John Robins ingénument.
Bien celle prévue par l'article 153, paragraphe 32 du Criminal Act, expliqua le juge, qui était doué d'une grande patience. Tout individu convaincu d'avoir facilité, aidé et incité un vol compliqué de but de confiance sera condamné à une peine variant entre 10 et 30 ans de servitude pénale. Ah bien, je vous remercie, monsieur le juge, mais je ne vois pas bien en quoi cet article admirable me touche. Je vous ai dit de ne pas railler John Robbins. Croyez-en un vieillard. Mais je vous jure que je suis sérieux, monsieur le juge, affirma le détective cambrioleur. Vous me parlez d'une peine qui paraît-il m'est applicable. Bon, mais je demande pourquoi cette peine m'est applicable. Il me semble qu'il n'y a rien d'ironique là-dedans. M. Jérémia Cummins ne put retenir un haussement d'épaule impatienté. Je vais donc, dit-il, vous expliquer en quoi l'article 153 vous concerne. Vous êtes accusé d'avoir aidé le nommé James Cox, chef du service des coffres-forts à la Great Central Jewelry, à s'approprier le contenu du coffre numéro 3, lequel renfermait 1100 000 $ de pierreries. John Robbins resta impassible. Oh, monsieur Jolem Scott m'a en effet parlé tout à l'heure de cette histoire. Cela m'a fait rire. Qu'on ait volé le Grand Central Jewelry, c'est possible. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur le juge, que James Cox, que je connais, ne m'apparaît pas assez intelligent pour combiner une entreprise de cette envergure. Alors, ce serait vous le seul le voleur? Moi? Mais je le regrette, je n'y suis pour rien. Oh, j'en avais bien l'idée, depuis longtemps. Malheureusement, j'ai eu des scrupules. Étant en relation d'affaires avec M. Stanley Butterford, il me répugnait de dépouiller cet homme. Sincèrement, monsieur le juge, je suis étranger à cette histoire. J'en admire l'exécution, et c'est tout. Ainsi, vous ne voulez rien avouer. Je vous répète que vous avez tort, et qu'en agissant ainsi, vous paralysez la bonne volonté dont je me sentais prise envers vous. Il est vrai, oh, je joue franc jeu, vous le voyez. Il n'existe aucune preuve matérielle contre vous. Le contraire serait surprenant. Malgré cela, tout vous accuse. Le soin que vous avez eu de vous mettre en relation d'affaires avec M. Stanley Butterford est sous un faux nom. Bon, je ne pouvais pas lui dire que je me nommais John Robbins, pourtant. Avouez-le, monsieur le juge. Taisez-vous, je vous le répète, toutes les preuves morales, immorales, vous voulez dire, sont contre vous. Enfin, il est sûr que vous serez condamné au maximum de la peine, 30 ans de servitude pénale. Oh, je n'en doute point, monsieur le juge, la justice est aveugle et boiteuse, tout le monde le sait. Mais qu'importe, permettez-moi de vous faire 2 observations. Premièrement, que même condamné au minimum de la peine, je n'en devrais pas moins théoriquement terminer mes jours en prison. Attendu que j'ai déjà été condamné pour d'autres affaires à 368 ans et 6 mois. Le compte est exact de servitude pénale et de prison par les différentes cours de l'Union. Je n'en suis donc pas à 20 ans près, n'est-ce pas? Et deuxièmement, que je compte m'évader lorsqu'il me plaira. Ces raisons suffisent. J'en ajouterai une troisième, qui n'est pas sans valeur à mes yeux, c'est que je suis absolument innocent de cette affaire. Et John Robbins se tut et se plut à considérer le plafond. La patience de monsieur le juge Cummins touchait à son terme. Ainsi, conclut-il, vous ne voulez rien avouer, John Robbins. Non, je ne veux rien avouer, monsieur le juge, sinon que la vie est amère et qu'aujourd'hui la température est douce, du moins dans votre cabinet. Le magistrat ne jugea pas utile d'insister.
Il fit signer son interrogatoire au prévenu et le fit ramener dans sa cellule. Somme toute, ainsi que l'avait dit Jeremiah Cummins, aucune preuve tangible n'accusait précisément John Straubins. On avait des doutes légitimes, étant donné les habitudes du détective cambrioleur, mais pour l'instant, c'était tout. Ces doutes furent bientôt changés en certitudes. Dans la nuit qui suivit l'arrestation de John Straubins, un pêcheur du village de San Cerrito, situé à quelques miles de San Francisco, recueillit dans la rade le cadavre d'un homme qui portait à la nuque une profonde blessure. La figure n'était plus qu'une plaie et paraissait avoir été écrasée avec une grosse pierre. Le brave Samuel Colson, tel était le nom du pêcheur, jugea qu'il était de son devoir d'avertir la police, et de plus il espérait bien toucher les 25 $ alloués à tout sauveteur d'un cadavre. Ayant couché le corps dans sa barque, il vogua vers le quai de San Francisco et s'enfuit incontinent au premier poste de police qu'il trouva sur son chemin pour faire sa déclaration. Jusqu'ici, rien que d'ordinaire. Mais le cadavre ayant été transporté au dépôt mortuaire afin d'être identifié, l'inspecteur Fawcett, qui le fouilla, découvrit dans ses poches une lettre à demi effacée par l'eau de mer, mais sur laquelle il put lire ces mots « John, vous m'avez trompé. Vous avez tout gardé pour vous. Prenez garde. Si ce soir vous ne me rapportez pas à notre rendez-vous habituel près de Cliff House la moitié de notre butin, je... » Et suivait quelques griffonnements. Évidemment, le mystérieux papier constituait le brouillon d'une lettre qui avait été envoyée. Poursuivant ses recherches, l'inspecteur Fawcett découvrit 7 diamants bruts dans les souliers chaussant le cadavre. Cette découverte fit un trait de lumière pour lui. Sans doute, le corps retrouvé était celui du chef du service des coffres de la Great Central Jewelry, qui n'avait pas pu être encore retrouvé malgré toutes les recherches. Sans plus tarder, Fawcett inséra le papier accusateur entre 2 feuilles d'épais buvard, enfouit les diamants dans sa poche et sauta dans une voiture qui le conduisit en quelques minutes à l'hôtel de la Sûreté. James Molescott, averti par un mot l'avisant qu'il s'agissait du vol de la Great Central Jewelry, reçut aussitôt son subordonné. Placidement, Fawcett fit le récit de la découverte du pêcheur et déposa sur le bureau de Molescott le brouillon de lettres et les diamants trouvés sur le cadavre défiguré. Rouge de joie à le croire qu'il allait prendre feu, James Molescott se leva. « Ah, ce coup nous le tenons, rugit-il. Il ne n'y aura plus, j'espère. Tout s'éclaire. Tenté par John Straubins, James Scott s'est fait voleur. Et le coup fait, Straubins a voulu tout garder pour lui, en menaçant sans doute Cox de le livrer à la police. Mais Cox, furieux, lui a envoyé la lettre dont nous avons le brouillon. John Straubins est venu au rendez-vous, il a poignardé Cox par derrière, lui a écrasé la figure avec un caillou pour qu'on ne puisse pas le reconnaître, et a jeté le cadavre à la mer. Mais une providence, heureusement. James Molescott s'arrêta à bout de souffle. Il respira longuement et conclut. « Venez avec moi, Fawcett. Nous allons prendre chez elle Madame Cox pour lui faire reconnaître le cadavre de son mari. Puis nous irons informer monsieur le juge Cummins de tout cela. Il ne se doute pas de ce qu'il attend, John Straubins. » L'automobile du chef de la sûreté conduisit en quelques minutes les 2 hommes au domicile de feu M. James Cox. L'épouse du défunt était chez elle. À la vue de M. James Molescott, elle pâlit affreusement. « Vous avez retrouvé mon mari, monsieur ?» murmura-t-elle.
Oui, madame, fit le policier en se découvrant. Il est mort. Ah, mon Dieu, j'en étais sûr. Un si honnête homme, on l'a assassiné. Il fallait qu'il fût mort pour n'être point revenu. Monsieur James Molescott ne jugea pas à propos de détromper la malheureuse femme sur l'innocence de son mari. Venez avec nous, madame, dit-il. Vous seul pouvez reconnaître M. Cox, car ces meurtriers l'ont défiguré. L'infortunée éclata en sanglots. Elle put s'habiller cependant et suivit les deux hommes dans leur voiture. Mise en présence du cadavre qui reposait dans une des chambres froides du dépôt mortuaire, elle le reconnut formellement. « C'est bien lui, gémit-elle. Oh, James, mon cœur, vous êtes mort, oh !» Et la malheureuse femme, à bout de courage, s'affaissa évanouie. James Molescott lui fit donner des secours. Quant à lui, il rayonnait. Son auto, lancée à toute allure, le ramena sur le champ au palais de justice. 1 heure plus tard, M. Jeremiah Cummins, en possession de tous les faits nouveaux rapportés par James Molescott, faisait amener John Stobbins devant lui. « Vous persistez toujours à nier votre participation au vol de la Great General Railway ?» lui demanda aussitôt le juge. « Je ne suis pas, hélas, un enfant pour changer d'idée en quelques heures, monsieur le juge, » persifla le détective cambrioleur. « Trêve de raillerie, John Stobbins, » prononça sévèrement Jeremiah Cummins. « Car cette fois-ci, il y va pour vous de la chaise électrique. Écoutez ceci. John, vous m'avez trompé, vous avez tout gardé pour vous. Prenez garde. Si ce soir vous ne me rapportez pas à notre rendez-vous habituel près de Cliff House la moitié de notre butin, je... » Le juge s'arrêta. Il darda son regard sur les yeux de John Stobbins et s'écria « Vous savez, n'est-ce pas, à qui a été envoyée cette lettre? Répondez. »« Moi, je l'ignore totalement, » prononça John Stobbins avec le plus grand flegme. John Stobbins avait parlé avec un tel calme, le ton de sa voix était si indifférent, que le juge Jeremiah Cummins demeura interloqué. Il s'attendait à voir le détective cambrioleur s'émouvoir, se défendre, ou au moins essayer de nier. Mais non, John Stobbins gardait une attitude impassible, et en tout cas merveilleusement jouée. « Eh bien, je vais vous le dire, moi, » prononça le magistrat, une fois passé son premier moment de stupeur. Ce que je viens de vous lire constitue le brouillon de la lettre que vous a envoyée votre complice James Cox pour vous donner un rendez-vous à l'issue duquel vous l'avez assassiné. « J'ai assassiné James Cox, moi ?» s'écria John Stobbins. Et son visage montra les signes de la plus vive stupéfaction. « Oui, vous sachez que le malheureux a été recueilli la face écrasée, un poignard dans le dos par un pêcheur. Bien qu'en danger de mort, James Cox a pu se faire comprendre et vous a désigné nettement comme son complice et son assassin, » affirma audacieusement Jeremiah Cummins, qui pensait, comme beaucoup de juges, que tous les moyens sont bons pour obtenir les aveux d'un prévenu. « Qu'avez-vous à répondre à cela ?» conclut-il. « Eh bien, je réponds que je ne crois pas que James Cox ait pu dire pareille chose. » « Et il l'a dit pourtant, John Stobbins. »« Bon, ce cas, c'est qu'il est fou. On le saurait à moins. Poignardé, la figure écrasée, le pauvre diable a des excuses. Je ne lui en veux pas. Allez, assez, ne bafouez pas votre victime. Ainsi vous persistez à nier. Mon Dieu, oui. Je vais vous confronter avec James Cox. Nous verrons bien alors si vous osez garder votre cynique attitude
devant celui que vous avez perdu et assassiné. Écoutez, monsieur le juge, je crois que vous perdez votre temps. Je n'ai pas aidé James Scott à voler. Je ne l'ai pas assassiné. Je n'ai pas reçu la lettre de lui. Le brouillon que vous venez de lire ne me concerne pas. Je me plais d'ailleurs à constater que vous agissez très mal envers moi. Et comme je ne suis pas un ingrat, je vais vous donner un conseil. Cherchez ailleurs. Vous faites fausse route en ce moment et vous vous apprêtez à vous couvrir de ridicule. Oh, je ne parle pas pour moi. Si je voulais, il y a longtemps que je serais libre. Et voilà. M. Jeremiah Cummins avait un grand respect pour ses fonctions. Il lui déplaisait de les voir bafouées par un criminel. Il ne répondit même pas au petit discours de John Robbins et ordonna de reconduire le détenu cambrioleur dans sa cellule. Le jour suivant, John Robbins fut amené au dépôt mortuaire où gisait, après autopsie, le cadavre de James Cox. Une demi-douzaine de magistrats étaient réunis là, parmi lesquels M. Cummins. Poussé par deux gardiens, le détective cambrioleur arriva devant le corps du chef du service des coffres de la Great Central Jewelry. « Votre victime est morte cette nuit, » prononça Jeremiah Cummins. « Mais ne vous réjouissez pas, car ces déclarations suprêmes qui ont été recueillies sont accablantes pour vous. » John Robbins, parfaitement impassible, haussa les épaules. « Mais me prenez-vous pour un imbécile, monsieur le juge ?» dit-il au milieu de la stupeur générale. « Je ne le suis pas plus que je ne suis assassin. Le cadavre qui est là et que vous me dites être celui de James Cox, je veux bien le croire, est celui d'un homme mort il y a au moins 3 jours. La couleur des tissus, la rigidité des membres ne peuvent laisser aucun doute à ce sujet. Cessez donc de m'étourdir de vos balivernes. Le mort qui est là n'a rien pu vous dire, attendu qu'il a dû être recueilli alors qu'il venait de se noyer. C'est facile à voir. » Parmi l'assistance de juges et de médecins, suivit une stupeur générale. John Robbins disait vrai. Il venait de diagnostiquer la véritable cause de la mort de Cox, cause qu'avait révélée l'autopsie avec la science et la sûreté d'un vieux praticien. « Vous êtes très fort, John Robbins, » avoua Jeremiah Cummins. « Nul doute que vous n'eussiez fait un habile médecin, bien qu'il n'y ait rien d'étonnant à ce que vous aviez deviné le genre de mort de James Cox, puisque c'est vous qui vraisemblablement l'avez jeté à l'eau après l'avoir poignardé. » Un murmure d'approbation suivit ces paroles. John Robbins sourit. « C'est votre idée. N'en parlons plus. Oh, je ne veux pas vous contredire davantage, monsieur le juge, puisqu'il... »« Ah, vous avouez !» s'écria Cummins, frémissant. « Laissez-moi achever, monsieur, » prononça le détective cambrioleur, calme et froid. « Je disais que je ne veux pas vous contredire plus longtemps, attendu qu'il est dangereux de n'être pas du même avis que les femmes et les fous. » M. Jeremiah Cummins pâlit de rage, et autour de lui il crut voir des sourires, et en fureur en fut augmenté. Évidemment, il était inutile de prolonger la confrontation, étant donné l'astuce et le sang-froid de l'assassin. Le juge donna l'ordre d'emmener John Robbins. 8 jours plus tard eut lieu le procès du détective cambrioleur. Tout ce que San Francisco, la Californie, les États-Unis même comptaient de notabilité y assista. Ainsi qu'une pièce de théâtre à succès, John Robbins fit salle comble. Lorsqu'il apparut, encadré de 4 soldats et vêtu d'une jaquette de drap noir, sortant de chez le bon faiseur, une fleur que la lui avait donnée à la boutonnière,
L'œil vif, la bouche souriante, un murmure sympathique s'éleva dans l'auditoire. De la tête, John Robbins remercia. Sans aucune gêne, il s'assit sur le banc destiné aux accusés, croisa ses jambes d'un geste nonchalant et attendit. Sur l'ordre du président, il se leva pour répondre à l'interrogatoire d'identité. Il affirma se nommer John Robbins ou autrement, car il ne se souvenait plus de son vrai nom. Il déclara être né à Londres, mais, ajouta-t-il, pas à Londres en Angleterre, à Londres ailleurs, en Océanie ou en Russie. Le prosecuting attorney dut renoncer à obtenir d'autres renseignements sur l'identité du détective cambrioleur, qui ne voulut pas avouer son âge, attendu, prétendut-il, qu'il y avait des dames dans la salle et qu'un naturel sentiment de coquetterie l'empêchait de dire la vérité. Sans insister, le prosecuting attorney lui dicta l'acte d'accusation. Il énumérait les différents vols et cambriolages pour lesquels John Robbins avait déjà été condamné antérieurement et relatait tout au long le vol de la Great Central Jewelry. Ainsi que l'affirma le prosecuting attorney, tout accusait John Robbins. Ses relations d'affaires avec l'honorable Stanley Butterford, entamées certainement dans le but de préparer le vol, la découverte sur le cadavre de James Cox du brouillon de la lettre vraisemblablement adressée à John Robbins, la disparition enfin du corps du délit, soit plus de 1100 000 $ de perrièrerie que Robbins avait dû mettre en sûreté. Interrogé par le juge, le détective cambrioleur se borna à nier. Il nia tout, comme il avait fait au cours de l'instruction, et se borna à déclarer qu'il se chargerait d'élucider l'affaire avant peu. On passa ensuite à l'interrogatoire des témoins. Le pêcheur, qui avait recueilli le corps mutilé de James Cox, l'inspecteur Fawcett, qui avait découvert le brouillon de lettres dans la poche du chef des coffres de la Great Central Jewelry, et enfin les sentiments des employés de la Great Central Jewelry qui vinrent déclarer unanimement que John Robbins, pendant tout le temps qu'il avait été en relation d'affaires avec eux sous le nom de William Parsons, s'était montré d'une correction absolue. M. Stanley Butterford fit défaut. À l'appel de son nom, un huissier donna lecture d'une lettre du directeur de la Great Central Jewelry, s'excusant de ne pouvoir venir témoigner, attendu qu'il se trouvait à Los Angeles, où sa femme malade l'avait fait appeler. Il n'avait d'ailleurs rien à ajouter à ses précédentes dépositions devant le juge d'instruction. Après quoi eut lieu le réquisitoire du prosecuting attorney. Il fut implacable. John Robbins, d'après le magistrat, véritable fléau de la société, voleur, assassin, condamné déjà à 10 fois plus d'années de prison qu'il pouvait en subir, méritait la mort. John Robbins n'avait pas voulu d'avocat. Sa défense, qu'il présenta lui-même, fut brève et concise. « Oh, je suis innocent de toute cette affaire, et je compte le prouver d'ici 4 jours, en livrant moi-même le coupable à la justice. Il est regrettable qu'on ait perdu autant de temps à m'inquiéter, et pour le surplus, le verdict m'est indifférent, attendu que je m'en soucie autant qu'un cheval d'une robe. » Ce cynisme, cette vantardise, détournèrent de John Robbins les sympathies de l'assistance. Certains le crurent devenir fou, la plupart ne virent plus en lui qu'un assassin cherchant à sauver sa vie en niant jusqu'au bout. Le verdict du jury fut tel qu'on l'attendait.
convaincu de vol avec effraction, cambriolage, complicité, d'abus de confiance au préjudice de la Great Central Jeffrey, et d'assassinat avec préméditation sur la personne de son complice James Cox, John Robbins fut condamné à mort par électrocution. L'exécution aura lieu dans 5 jours dans la salle d'expérience de la prison, conclut le juge. Le détective cambrioleur resta impassible. Et voilà, cependant, dit-il, comment se font les erreurs judiciaires. Son regard fit le tour de la salle et se croisa avec celui de M. James Malescott, chef de la sûreté, qui était venu jouir de son triomphe. Malescott souriait au comble de la joie. De la main, John Robbins lui fit un petit signe d'amitié et cria « À bientôt, cher monsieur Malescott !» Le chef de la sûreté jugea qu'il n'était pas de sa dignité de répondre. Suivant la foule, il se dirigea vers la sortie, cependant que John Robbins, toujours encadré de ses gardiens, se levait et marchait vers la porte d'un couloir donnant sur une cour où attendait la voiture solidaire devant le conduire à la prison. M. James Malescott, chef de la sûreté de San Francisco, tout heureux d'avoir entendu le juge condamner à mort John Robbins, son vieil ennemi, avait quitté le palais de justice, l'âme en joie et le cœur allègre. Cette fois, il espérait bien avoir fini avec celui qui s'intitulait le détective cambrioleur et qu'il avait tant de fois joué. Tout guilleret, James Malescott alluma un cigare de manille et à pied, afin de rafraîchir ses poumons échauffés par l'atmosphère de la salle d'audience, il se dirigea vers l'hôtel de la Sûreté. Tout allait bien pour lui. C'était grâce à son flair que John Robbins avait été arrêté, et le gouverneur de l'État de Californie ne lui avait pas caché qu'une gratification d'au moins 4 chiffres le récompenserait de sa perspicacité. Double joie, une récompense et la fin des ennuis que lui créait sans cesse John Robbins. James Malescott trouva que la vie était belle. Sans se presser, il parcourut 3 fois l'Alameda, et après avoir fumé 2 cigares, il atteignit enfin l'hôtel de la Sûreté. À quoi bon se hâter? Rien ne réclamait sa présence en dehors des affaires courantes. Il se trompait. À peine eut-il atteint son bureau que la porte s'entr'ouvrit brusquement sans même qu'on eût frappé. Pierre Cranesby, le sous-chef de la sûreté, apparut. Il haletait. De grosses gouttes de sueur coulaient le long de ses joues rouges. « Ah, chef !» s'écria-t-il. « Voilà 10 minutes que je vous cherche partout. John Robbins s'est évadé. » Certes, M. James Malescott se flattait d'opposer un front serein à une âme égale au coup du sort. Il ne put cependant s'empêcher de pâlir et murmura « Vous êtes fou, Cranesby. J'arrive du palais de justice où l'on vient de juger John Robbins et de le condamner à mort. » Mais là, chef, c'est la triste, stricte vérité. John Robbins vient de s'enfuir. Monsieur Lewis Mason, le directeur de la prison, vient de me le téléphoner. J'ai immédiatement envoyé 15 détectives fouiller les alentours de la prison, mais je crois bien ce sera en pure perte. Mais enfin, rugit Malescott en saisissant Peter Cranesby par le bras, mais comment s'est-il évadé? Je n'y comprends rien. Moi non plus, chef. Monsieur Mason ne m'a pas donné de détails, mais c'est pas un homme à plaisanter. Il m'a dit qu'il allait venir ici. Ah, comme Malescott soupirait ainsi, on frappa. Un huissier entra et annonça la venue de M. Lewis Mason. « Faites entrer, ordonna le chef de la sûreté.
M. Lewis Mason pénétra dans le bureau. Il serra les mains de Molly Scott et de Peter Cransby et exclama, les yeux au plafond, « Quel homme !»« Ainsi il s'est enfui !» s'écria James Molly Scott, qui voulait douter encore. « Et comment ? Oh, je veux dire que nul ne sait comment. Après sa condamnation, les 4 soldats qu'il gardait le conduisirent dans la voiture cellulaire où il prit place en compagnie de 7 autres condamnés, dénommés Maslin, Fitch, Mower, Brown, Argut, Blonde et Glanders. Et le véhicule partit pour la prison. En route, aucun incident, aucun embarras de voiture, ainsi que me l'a déclaré le cocher dans la botte, en qui j'ai toute confiance. Donc la voiture pénétra sans encombre dans la cour de la prison. Les gardiens l'entourèrent et en firent sortir les condamnés. Vous me suivez? Oui, 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 firent à la fois Molly Scott et Peter Cransby. Eh bien, John Robins n'était plus dans la voiture. Il n'était plus dans la voiture, s'écria le chef de la sûreté ahuri. Ah non, il n'y était plus. Et c'est en vain que les gardiens fouillèrent le véhicule. Personne. L'on me prévint. J'examinai moi-même la voiture afin de m'assurer qu'elle n'avait pas été truquée, ni qu'elle ne possédait aucune autre ouverture autre que la porte. Tout était en règle, et John Robins avait disparu. Pourtant. Alors je vous téléphonai aussitôt, M. Molly Scott, et ordonnai de fouiller la prison. Et me voici. M. Lewis Mason se tut. James Molly Scott et Peter Cransby ne trouvèrent rien à lui répondre. Eux non plus ne comprenaient pas. Je vais de suite me mettre à la poursuite de ce gueux, s'écria enfin Peter Cransby. God bless me, s'il passe à la portée de mon revolver, je l'abats comme un chien enragé. Comme il est condamné à mort, cela ne sera que justice. M'autorisez-vous à partir, chef? M. James Molly Scott tressaillit. Son dépit et sa fureur étaient si grands que c'est à peine s'il avait entendu les paroles de son subordonné. Oui, partez, dit-il, faites pour le mieux. Ah, mais quand donc serons-nous débarrassés de ce démon? Peter Cransby hocha tristement la tête. Il serra la main de son chef, celle de M. Lewis Mason, et en hâte sortit. Mais allons à la prison, s'écria James Molly Scott. Peut-être décrirons-nous quelque indice. Oh, j'en doute, fit Mason d'un ton incrédule. Enfin, essayons toujours. Les 2 hommes descendirent et allèrent prendre place dans l'automobile du chef de la sûreté, qui les conduisit rapidement à la prison de l'État de Californie. Sans perdre un instant, James Molly Scott fit comparaître devant lui tous ceux qui, de près ou de loin, avaient assisté à l'arrivée de la voiture pénitentiaire dans laquelle John Robins avait été enfermé. Cocher, gardiens firent la même déposition. John Robins était bien monté dans la voiture, mais n'en était pas ressorti. Ces déclarations n'étaient pas faites pour éclaircir l'affaire. Furieux, James Molly Scott se fit conduire au palais de justice. L'évasion de John Robins y était déjà connue, et dans les couloirs, aussi bien que dans les salles d'audience, juges, avocats, plaideurs, huissiers ne s'entretenaient pas d'autre chose. James Molly Scott interrogea les soldats qui avaient assisté à la montée en voiture du détective cambrioleur, ce qui ne lui apprit pas grand-chose, et le mystère demeurait entier. Tout le monde avait vu James Robins entrer dans la voiture, mais personne ne l'avait vu en sortir. M. Molly Scott, désespérant pour l'instant d'éclaircir ce mystère, regagna l'hôtel de la sûreté, aussi penaud que le renard de la fable. Les jours suivants n'apportèrent aucun éclaircissement
à cette énigme. Peter Cranesby n'avait pas reparu. Le surlendemain de l'évasion de John Robbins, M. James Moller Scott, qui avait maigri d'une bonne livre, était assis dans son bureau et méditait tristement sur l'astuce de John Robbins, lorsque son planton entra et lui tendit une carte de fin Bristol sur laquelle il lit Stanley Butterford, président de la Great Central Jewelry, San Francisco, Caledonia. Stanley Butterford, l'homme que John Robbins avait volé. Mais que voulait-il? Faites entrer ce gentleman, ordonna le chef de la sûreté de San Francisco. M. Butterford franchit le seuil. À sa vue, James Moller Scott ne put s'empêcher de tressaillir. M. Butterford avait extraordinairement jauni. Des filets rougeâtres zébraient ses yeux. Son dos s'était voûté et sa démarche était incertaine. Tout dans sa personne trahissait une immense détresse. Il ressemblait assez à un animal traqué et forcé, à bout d'énergie. « Alors quoi? Que vous arrive-t-il, Butterford » s'écria Moller Scott, attribuant l'abattement du président de la Great Central Jewelry à l'évasion de John Robbins et à la perte des pierreries volées par James Coct et qui n'avaient pas été retrouvées. « Du nerf, que diable, l'argent n'est pas mortel, comme disent les Français. J'espère bien comment peu ce bandit de John Robbins sera retrouvé et électrocuté. John Robbins est innocent, souffla John Stanley Butterford en se laissant lourdement tomber dans un fauteuil. « Hein, quoi » glapit James Moller Scott, ne croyant pas ses oreilles. « Oui, John Robbins est innocent, répéta Stanley Butterford, et je viens retirer ma plainte. » Le chef de la sûreté de San Francisco regarda son interlocuteur comme pour s'assurer qu'il jouissait à la plénitude de ses facultés mentales. Le président de la Central Jewelry eut un sourire amer. « Oh, je ne suis pas fou, » murmura-t-il. « Loin de moi pareille pensée, » affirma James Moller Scott. « Je suis seulement étonné, cher monsieur Butterford, de vous entendre énoncer une pareille affirmation. Sur quoi la basez-vous » « Mais j'ai beaucoup réfléchi. John Robbins peut être le voleur, parce que s'il avait voulu me voler, il eût pu faire depuis longtemps et sans l'aide de Cox, car j'avais une confiance en lui tout entière. Voyons, monsieur Butterford, avouez que John Robbins est venu vous voir, qui vous a menacé de sa vengeance, et cela... Mais non. Seulement ayant appris à Los Angeles, où je me trouvais, la condamnation à mort de cet homme, j'ai fait un retour sur moi-même. J'ai pensé que, somme toute, aucune des preuves à accumuler contre John Robbins n'était absolument convaincante. « Ah, mais il fallait dire cela au jury, monsieur Butterford, » observa James Moller Scott, qui commençait à s'émouvoir. « Ben, je l'aurais fait, si la maladie de ma femme ne m'avait pas retenu à Los Angeles. Et puis je ne croyais pas que John Robbins serait condamné à mort. Enfin, vous retirez votre plainte, n'est-ce pas? Oui. Ah, il est bien temps. Mais c'est parfaitement inutile, d'ailleurs, John Robbins ayant été reconnu coupable et régulièrement condamné. Pour faire réviser son procès, il faudrait un air nouveau, ce qui est bien improbable. Enfin, vous tenez John Robbins pour innocent, conclut James Moller Scott, qui paraissait de plus en plus préoccupé. « Mais oui, John Robbins est innocent, » affirma Stanley Butterford. « Ah, et quel est le coupable alors? Ben, j'en sais rien.
Le chef de la sûreté se mit à tambouriner nerveusement sur son bureau. Mon cher Butterford, dit-il, vous êtes malade, je crois. Vous ne voulez pas me l'avouer, mais je suis sûr que vous n'êtes pas venu faire cette démarche absurde que par peur de représailles de John Stubbins. Le misérable vous aura rejoint et vous aura terrifié par ses menaces. Alors répondez, est-ce vrai? Ainsi que l'avait annoncé M. Lewis Mason, le directeur de la prison, à James Mollet Scott, personne n'avait plus aperçu John Stubbins à partir du moment où il était monté dans la voiture cellulaire qui l'attendait à la porte du palais de justice. La raison était bien simple. Dans la cabine occupée par le détective cambrioleur au milieu du véhicule, un costume complet et réglementaire de gardien de prison avait été dissimulé par les soins de Reno, le fidèle lieutenant de John Stubbins. Durant le trajet du palais de justice à la prison, le détective cambrioleur l'avait revêtu par-dessus ses habits. Et à l'arrivée de la voiture cellulaire dans la cour de la prison, Reno, déguisé en officier, avait immédiatement interpellé le gardien de la voiture au moment où ce dernier mettait pied à terre, et John Stubbins en avait profité pour descendre lestement de la voiture, sans que le gardien ni personne se fût aperçu de rien. Puis d'un pas lent, il s'était dirigé vers la porte et avait franchi le seuil le plus naturellement du monde. Un quart d'heure plus tard, il se trouvait dans le petit salon d'une maison de modeste apparence, située près de la gare du Southern Pacific Railway, où Reno le rejoignit. Les deux hommes se serrèrent la main sans plus. « Tu as envoyé la dépêche, dit John Stubbins. Oui, c'est-à-dire que j'ai téléphoné à Sam, qui est à Los Angeles, de le faire. À l'heure qu'il est, Stanley Butterford doit être à Los Angeles. Tout va bien. Tiens-toi à partir de demain matin à 8 heures devant la porte principale de la Great Central Jewelry, avec l'auto numéro 3. Peut-être aurais-je besoin de toi. J'y serai. All right. À demain, sans doute. Sur ces mots, John Stubbins se leva, serra la main de Reno et disparut dans une pièce adjacente où il eut au fait de revêtir un costume de facteur des postes américaines. Il se regarda une seconde dans une glace pour vérifier la correction de sa tenue, et, satisfait, sortit de la mystérieuse petite maison. Or, la veille du jugement de John Stubbins, M. Stanley Butterford, dont la femme légèrement souffrante se trouvait en villégiature à Los Angeles, avait reçu de cette dernière un télégramme ainsi conçu. « Suis très mal, viens vite, Susan Butterford. » M. Stanley Butterford aimait sa femme, qui lui avait apporté en mariage la respectable somme de 600 000 $ et des espérances, lesquelles allaient s'évanouir si Mme Butterford mourait. Aussi, au reçu de cette dépêche, le directeur de la Great Central Railway se précipita-t-il vers la gare et grimpa dans le premier train à destination de Los Angeles. Durant le trajet, il griffonna une lettre à l'adresse de Prosecuting Attorney pour l'excuser de ne pouvoir venir témoigner au procès de John Stubbins, jeta cette missive dans la boîte aux lettres de la gare de Los Angeles et courut à l'hôtel où résidait Mme Butterford, tremblant d'apprendre une mauvaise nouvelle. « Mme Butterford va mieux ?» demanda-t-il au manager de l'hôtel. « Je suis son mari, Stanley Butterford. » L'homme ahuri le regarda. « Madame Butterford, dit-il, mais elle n'est pas ici. »
Mais je suis Stanley Butterford, répéta le président de la Great Central Jewelry. Stanley Butterford. Allez, conduisez-moi à la chambre de ma femme, elle ne me confiait pas des balivernes, je veux la voir. Le manager crut que son interlocuteur devenait fou. Mais puisque je vous dis que cette dame est sortie, elle est partie ce matin avec la famille Hogan pour excursionner à Pasadena. C'est clair, il me semble. C'était même si parfaitement clair que Stanley Butterford pâlit et ne trouva pas de réponse. Ah, elle est à Pasadena, murmura-t-il enfin. Et quand entrera-t-elle? Oh, vers 7 heures, je pense, sire. Je vous remercie. L'horloge dorée, fixée au bout du hall, marquait 4h30. Stanley Butterford, furieux, alla s'installer dans un coin et se fit apporter un whisky soda. L'après-midi lui sembla interminable. Il l'employa à réfléchir, et le résultat de ses réflexions fut qu'il possédait un ennemi, lequel avait intérêt à l'éloigner de San Francisco. Donc lui, Stanley Butterford, devait y revenir au plus vite. Madame Butterford n'arrivait que vers 7h30, et en apercevant son mari, elle courut vers lui. « Vous ici, Stanley ?» s'écria-t-elle. « Quelle bonne surprise ! Vous venez me chercher, pourtant il avait été convenu que je resterais à Los Angeles encore 5 jours, enfin je... » « Oh, je ne viens pas vous chercher, » grommela le président de la Great Central Jewelry. « Tenez, lisez cette dépêche. » Madame Butterford saisit le papier que son mari lui tendait. « Mais ce n'est pas moi qui vous ai envoyé ceci, Stanley, » dit-elle. « Oui, je m'en doute, mais vous n'avez pas de soupçon ?»« Aucun, je ne vois pas bien. » Enfin, j'éclaircirai cela. Je vais repartir ce soir, car... Oh, mais trop tard, mon ami, le dernier rapide est à 8h05. Je ne pourrai plus prendre que celui de 4h du matin. Attendez donc à demain soir, et nous partirons ensemble. J'ai tellement de bagages que je serai contente de vous avoir près de moi. Et puis cela vous fera passer un jour de repos. Grommelant, maugréant, Stanley Butterford finit par se laisser convaincre. Et le lendemain soir, à 8h05, il s'embarquait pour San Francisco en compagnie de son épouse. À la station de Santa Barbara, il acheta un crieur de journaux, le Californian Herald, journal du soir de San Francisco et qui arrivait à l'instant. À peine le président de la Great Central Jewelry eut-il jeté les yeux, qu'il devint d'une pâleur mortelle. « Mais qu'avez-vous, Stanley ?» s'écria Madame Butterford effrayée. « Rien, rien, » prononça Butterford en essayant de se dominer. « Rien, non, un simple étourdissement. La fatigue, il fait tellement chaud dans ce wagon. » Mrs. Butterford se précipita vers la portière et, sans se soucier des autres voyageurs, en ouvrit entièrement le carreau. Cependant, le directeur de la Great Central Jewelry reprenait peu à peu son calme. « Bah, ça va mieux, » dit-il à sa femme en s'épongeant le front. Il venait tout simplement de lire sur le Californian Herald la nouvelle de la mystérieuse évasion de John Stubbins. Jusqu'à San Francisco, il ne prononça plus un mot. Sa femme, qui l'observait, se demanda en vain quelle mouche l'avait piqué. De fait, sa physionomie, quelque effort qu'il fit pour se dominer, reflétait une agitation, une inquiétude terrible. Enfin, le train entra en gare. Stanley Butterford et sa femme, après avoir retiré leurs bagages, regagnèrent la demeure somptueuse du président de la Great Central Jewelry.
M. Butterford montrait une mine de plus en plus sinistre. Il essaya cependant de rassurer sa femme par quelques paroles maladroites, lui souhaita une bonne nuit et alla s'enfermer dans sa chambre à coucher. Mais une fois seul, le président de la Central Jewelry se laissa tomber dans un fauteuil et se prit la tête entre ses mains. Pendant 1 heure, il resta ainsi, prostré, en proie à une sinistre méditation. Dans la vaste demeure, dans les rues, tout s'était tu. C'était le silence complet, mesuré par le léger tic-tac de la pendule de bronze posée sur la cheminée. Soudain, Stanley Butterford eut l'intuition subite, invincible, que quelqu'un l'observait. Il releva la tête et frissonna de la tête aux pieds. Un homme, vêtu de l'uniforme des facteurs, était debout devant lui. À la lueur dorée de l'ampoule électrique fixée au plafond, il reconnut le courtier en diamant William Parsons, ou plutôt John Straubins. Son premier mouvement fut pour se dresser et fuir. Mais il s'arrêta en apercevant un Browning braqué sur son crâne. « Asseyez-vous, Stanley Butterford », prononça très calme le détective cambrioleur. « J'ai quelques mots à vous dire. » Le président de la Great Central Jewelry obéit. Il parvint à dominer son trouble et d'une voix un peu rauque qu'il essaya de raffermir, il s'écria « Mais que veut dire ceci, monsieur ? Fuyez d'ici si vous ne voulez pas que j'appelle. » John Straubin sourit. « Vous n'appellerez pas, monsieur, car vous savez bien que j'ai pris mes précautions. Les fils de la sonnette électrique sont coupés. C'est moi-même qui me suis chargé de cette besogne. Mais remettez-vous, je vous prie, et ne me regardez pas avec ces yeux de poisson bouilli. Oui, c'est bien moi, William Parsons ou John Straubin, votre choix, et qui veut vous demander quelques explications. » Le détective cambrioleur fit une pause. De sa main libre, il tira de sa poche un étui à cigarette, l'ouvrit et le tendit à Stanley Butterford en disant « Une cigarette, monsieur ? Comme notre conversation menace d'être longue, cela vous distraira. » « Merci, articula d'une voix étranglée le président de la Central Jewelry. « Oh, vous avez tort, car ce sont des cigarettes excellentes, et je les fais venir d'Égypte, » affirma John Straubins. Stanley Butterford ne répondit pas. Peu à peu, il reprenait son sang-froid. Ses réflexions pouvaient se résumer en une seule: sauter à l'improviste sur John Straubins et le tuer. Feignant une impassibilité qui était loin d'être sienne, il banda ses muscles et se ramassa sur lui-même afin d'être prêt à bondir sur le détective cambrioleur. John Straubin sourit. « Vous voulez me faire le même coup qu'à James Cox, dit-il de sa voix calme et mordante. Ou du moins vous vous y préparez, cher monsieur Butterford. C'est bien inutile, allez, car je vous guette, je lis vos pensées, mais n'importe. Toutefois, dans votre propre intérêt, je vous conseille de ne plus penser à ce vain projet. Monsieur, laissez-moi donc parler, je vous prie. Je vous conseille donc de concentrer toute votre attention sur ce que je vais avoir l'honneur de vous dire. Oh, bien que désagréable, mon petit discours en vaut la peine. » John Straubins s'arrêta de parler. Il tira une bouffée de sa cigarette et poursuivit. « L'idée de vous emparer du lot de pierreries du coffre numéro 3 était en effet admirable, à ce point que... Mais monsieur, je ne vous laisserai pas. » « Vous me laisserez parler, Stanley Butterford, car toutes les preuves de votre crime sont en mon pouvoir. C'est compris, oui? Well, je continue.
Je trouve donc que votre idée de voler le Great Central Jewelry était admirable, attendu que j'y avais moi-même déjà songé et que n'eussent été nos cordiales relations. Il y a longtemps que je vous aurais cambriolé. Rien de plus facile. Mais, par suite de scrupules idiots, oh oui, si idiots et surannés, je m'abstins. J'en suis aujourd'hui agréablement récompensé. Que vous ayez assassiné Cox pour pouvoir l'accuser à votre... Mais c'est pas vrai, je suis... voulut hurler Stanley Butterford. Un scélérat imbécile. Car non content d'avoir assassiné James Cox, vous avez fourré dans vos poches un brouillon de lettres adressé à un certain John afin de détourner sur moi les soupçons. C'est pas fort. Mais je ne croyais pas que l'on vous arrêterait, balbutia le directeur de la Great Central Jewelry, complètement effondré. Peut-être, mais vous m'exposiez, si je l'étais, à me faire condamner à votre place, Stanley Butterford. Et vous y avez réussi. Vous n'avez oublié qu'une chose, c'est que je devais deviner d'où partait le coup. Is fecit qui prodest, dit un vieil adage latin, que je vous traduirai par la fait qui en profite. Or, tout le monde, me croyant le voleur, m'a déclaré l'assassin de James Cox. Moi seul ai compris à qui profiterait l'affaire, à vous. Et un de mes amis a réussi à photographier le brouillon de lettres si opportunément trouvé dans la poche de James Cox pour ma confusion. Ce document, nul ne s'en est avisé, est de votre main. La comparaison avec des lettres de vous que je possède ne laisse aucun doute. J'aurais donc pu, s'il m'avait plu, confondre mes accusateurs et vous faire prendre ma place sur le banc de l'accusation. Mais je connais trop la justice pour cela. Que serait-il arrivé, vous vous en doutez? Moi, je serais resté accusé, et vous aussi. Et nous aurions été tous deux condamnés, étant donné mes relations avec vous, et aussi que votre culpabilité n'aurait en rien prouvé mon innocence aux yeux des juges. Je résolus donc d'agir d'une façon plus conforme à mes intérêts, et aussi aux vôtres, car moi non plus je ne veux pas la mort du pécheur. C'est affaire entre vous et votre conscience, laquelle m'apparaît aussi élastique que du caoutchouc. Enfin, me voilà libre, première satisfaction. La seconde va être de m'approprier le lot de pierreries pour lequel vous avez jugé bon de devenir assassin et de m'envoyer sur la chaise électrique à votre place, vous comprenez? Je hoqueta Stanley Butterford, dont le visage de livide était devenu violet. Mais remettez-vous, cher monsieur Guaya Jones Robbins, sans perdre de vue le président de la Great Central Jewelry. Tenez, pour vous donner le temps de reprendre vos esprits, je vais vous raconter comment j'ai pu vous rendre visite ce soir. Figurez-vous que c'est un ami à moi qui, par un télégramme, vous a fait accourir à Los Angeles. Vous êtes un bon époux, et je vous en félicite. Et puis la mort de Madame Butterford vous priverait d'un bel héritage. Mais ceci n'est pas mon affaire. Je suis donc que vous étiez parti pour Los Angeles. Et je vous y suivis aussitôt, mais lorsque je fus libéré, il est inutile de vous dire que je me suis évadé, puisque me voici venu chez vous. Déguisé en facteur des postes, je me rendis à l'hôtel où vous étiez descendu avec Madame Butterford, sous le vain prétexte de porter un télégramme à un de vos voisins. J'en profitai pour me cacher dans votre appartement, ce qui me permit d'apprendre que votre épouse désirait revenir à Frisco avec vous. D'un placard dans lequel je m'étais enfermé, je vous entendis aider Madame Butterford à faire ses malles.
Celles-ci furent portées à la gare. Mon intention, je dois vous le dire, ne bougez pas ou je vous casse la tête, était de vous enlever de l'hôtel et de vous ramener en auto à Frisco. Mais je ne suis pas obstiné. Ayant compris qu'il était préférable d'agir autrement, je m'y préparais. C'est-à-dire qu'un employé de la gare, ami à moi, m'aida à m'introduire dans une des malles de Madame Butterford, vous comprenez? Et j'en suis sorti tout à l'heure. J'ai fini. J'espère que ce petit récit vous aura permis de calmer vos esprits surexcités. On aime bien savoir le pourquoi des choses, n'est-ce pas? Vous voici renseigné. À votre tour de me dire où vous avez caché le lot de pierreries. Dépêchez-vous, l'heure passe. Allez, pas de bêtises, Stanley Butterford. Vous avez enlevé le lot de pierreries du coffre numéro 3. Vous avez ensuite attiré James Cock à Cliff House où vous l'avez poignardé, défiguré et jeté à la mer. Avouez ou, Dieu me donne, j'appelle et je vous remets aux mains du prosecuting attorney. Ma patience est à bout. C'est vrai, murmura le directeur de la Great Central Railway, anéanti. Oh, vous êtes moins bête que je ne le croyais, Stanley Butterford, déclara John Robbins. Et où sont les pierreries? Je les ai cachées. Oh, je le sais, pardieu. Eh bien, et où? Stanley Butterford ne répondit pas. Un épouvantable combat se livrait en son âme. Malgré son désespoir, malgré le sentiment bien net qu'il se trouvait à la merci de John Robbins, il ne pouvait se décider à livrer le trésor pour lequel il s'était fait assassin. John Robbins, de sa main libre, tira sa montre. « Je vous donne 1 minute pour vous décider, Stanley Butterford, prononça-t-il. « Et si je refuse, articula le président de la Great Central Railway. « Oh, ce sera tant pis pour vous, répondit très calme le détective cambrioleur. Cette vague menace, prononcée d'un ton sec, acheva d'épouvanter Butterford. « Mais les pierres sont sur une latte du plancher, acheva-t-il. John Robbins sourit. C'était bien la peine d'avoir d'aussi excellent coffre-fort, railla-t-il. Et maintenant, levez-vous, Butterford, et donnez-moi les pierreries qui m'appartiennent. Je les ai payées assez cher. Le président de la Great Central Railway se dressa comme un homme ivre. Sous la menace du revolver de John Robbins, il marcha jusqu'à son lit, le déplaça d'un effort violent, et à l'aide d'un canif qu'il tira de sa poche, souleva une des lattes du parquet. Elle recouvrait une petite excavation de laquelle Stanley Butterford retira un sachet de toile qu'il tendit à John Robbins. Le détective cambrioleur s'en saisit et, sans même le regarder, le mit dans sa poche. « Asseyez-vous là, ordonna-t-il à Stanley Butterford en lui indiquant une chaise placée devant un petit bureau d'acajou. Le directeur de la Great Central Railway obéit sans même murmurer. « Comme on ne sait pas ce qui peut arriver, fit John Robbins, vous allez maintenant écrire et signer le récit de votre crime. Je n'en ferai aucun usage, si vous m'obéissez. Vous en avez ma parole. Oh, vous êtes libre de refuser. En ce cas, je compte vous amener moi-même à l'honorable James Molescott. J'en ai les moyens. Voulez-vous écrire? Oh oui, balbutia Stanley Butterford à bout d'énergie. Sous la dictée de John Robbins, il retraça les différents détails de son double crime, signa et data. Le détective cambrioleur, après avoir soigneusement lu le précieux document, le plia en 4 et le mit dans sa poche.
Que voulez-vous encore de moi murmura le président de la Great Central Jewelry d'une voix lasse. Oh, peu de choses. Que vous alliez demain déclarer à votre ami James Mollet Scott que je suis innocent du crime pour lequel j'ai été condamné. Et puis, c'est tout. Je vous tiens quitte du reste, mais souvenez-vous que si vous ne m'avez pas obéi demain à 5 heures, la photographie de la lettre d'aveu que vous venez d'écrire sera envoyée au chef de la sûreté. Je vous obéirai, monsieur. John Strobin s'inclina. En 2 bonds, il atteignit la porte de la chambre, l'ouvrit et disparut derrière. En vain, Stanley Butterford, après quelques secondes de surprise, voulut-il poursuivre le détective cambrioleur. Celui-ci demeura introuvable. Mais bientôt, le ronflement d'une automobile sous ses fenêtres apprit au président de la Great Central Jewelry que John Robbins était hors de ses atteintes. Aussi, le lendemain, se rendit-il finalement chez James Mollet Scott. Ainsi qu'on l'a vu, ses déclarations n'eurent pas le don de convaincre le chef de la sûreté. Mis en défiance par l'attitude embarrassée de Stanley Butterford, James Mollet Scott le pressa de questions, tant et si bien que le directeur de la Great Central Jewelry, affolé, finit par s'embrouiller et avouer son crime. Quelle que fût sa fureur, le chef de la sûreté de San Francisco dut se résoudre à arrêter Butterford. Le procès de John Robbins fut cassé, mais le directeur de la Great Central Jewelry, condamné à mort, ne fut pas exécuté. Il s'étrangla dans sa cellule. Cependant, M. James Mollet Scott recevait 2 jours plus tard un mot laconique signé John Robbins, l'avertissant que le détective cambrioleur allait s'occuper de lui.